Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de l'après-midi. Alors, il y a deux personnes qui vont présenter. Alors, vous avez leur CV et leur descriptif et elles m'ont demandé de ne pas vraiment les présenter longtemps. Alors, je vais laisser Michel Lelysée parler. Je vais seulement vous dire qu'il est compétent et dévoué, qui sont deux. Alors, Michel, à toi la parole. Je vais commencer avec ça. Alors, bonjour tout le monde. Alors, ma présentation est très ambitieuse parce qu'elle essaie à la fois de revenir un peu sur les fondements historiques des régimes à prestations déterminées, mais surtout de montrer qu'il y a des changements législatifs en cours ou à venir sont en train de changer leur nature de façon assez importante. La nécessité des régimes complémentaires, ça a déjà été bien couvert ce matin. On voit que si quelqu'un ne compte que sur les régimes publics, il peut espérer un revenu à quelque part entre 17 000 pour quelqu'un qui n'a jamais cotisé au régime des rentes du Québec, à un maximum de 22 000 si quelqu'un a cotisé toute sa vie au maximum. Alors forcément, nos régimes publics sont insuffisants et donc pour atteindre un taux de remplacement suffisant à la retraite, il faut pouvoir compter sur des régimes complémentaires de retraite. Et au fond, si on résume, nos régimes publics sont modestes, ils ne nous permettent même pas de sortir de la trappe de pauvreté. Et dans notre système de retraite, les deux mécanismes qui existent pour viser l'objectif de maintien du revenu à la retraite, c'est soit les régimes complémentaires de retraite et par ailleurs les régimes individuels d'épargne de retraite qui, comme on va le voir, n'offrent ni la sécurité ni l'efficience des régimes complémentaires. Fondement historique, on ne fera pas une longue histoire, mais il est utile d'en faire un petit peu, surtout si la télécommande me laisse passer à la diapositive suivante. On va le faire comme ça. Les régimes de retraite au Canada datent de 1870 à peu près. Les premiers, c'était le Grand Tronc, puis c'était le gouvernement fédéral. Au début des années 2000, les employeurs en ont mis sur pied dans le secteur des banques, des assurances, services publics, compagnies de chemin de fer. Et cependant, ces régimes-là étaient très différents de ceux qu'on connaît. C'était une fabrication des employeurs. L'employeur avait seul le droit de les mettre sur pied, de les modifier, de les terminer, d'en modifier les prestations, parfois même de choisir l'âge de la retraite. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? D'abord, ça facilitait le départ des travailleurs âgés ou devenus moins productifs. Deuxièmement, c'était un outil de rétention. Si tu quittais l'entreprise, tu perdais ton régime de retraite. C'était aussi un outil de discipline. Si tu es congédié pour cause, tu perds ton régime de retraite. C'était aussi un outil de loyauté. Si tu t'impliques dans le syndicat, si tu fais une grève, tu perds ton régime de retraite. Un des cas connus, c'est le Canadien Pacifique. Tous les employés du Canadien Pacifique qui ont participé à la grève générale de Winnipeg en 1919 ont tous perdu leur régime de retraite ce jour-là. Par ailleurs, à partir du moment où, à la fin des années 40, les syndicats ont décidé qu'il fallait négocier des régimes complémentaires devant l'insuffisance des régimes publics, les syndicats ont négocié des régimes. Un des impacts que ça a eu, c'est d'augmenter le taux de couverture des régimes à prestations déterminées. Changement majeur. Le régime de retraite n'était plus un privilège octroyé par l'employeur, ça devenait un droit négocié par le syndicat. Le régime supporte le risque et surtout, retenez le point 4, le montant des prestations où la formule est connue, prévisible et la rente est garantie à vie. On va voir que c'est le point 4 qui est le plus compromis par les changements législatifs récents ou à venir. Cette garantie-là des syndicats se trouve incorporée dans l'article 20 et 21 de la loi. Vous ne pouvez pas le lire parce que c'est trop petit, mais ce n'est pas grave, parce que c'est deux articles clés qui essentiellement disent tu n'as pas le droit de réduire les droits acquis des participants, sauf si tu es en violation de la loi de l'impôt ou que les participants acceptent individuellement une baisse, ce qui n'est pas très probable. En tout cas, en 30 ans, j'ai vu un cas où ça s'est produit. Puis deuxièmement, tu n'as pas le droit de réduire les chèques des retraités. Ces deux articles de loi sont la conséquence directe de ce que les syndicats avaient négocié. Dans beaucoup des changements législatifs récents, il y a toujours un article obscur qui dit que 2021 ne s'applique pas à ce cas-ci. La crise des régimes PD, bien évidemment, avec les mauvais rendements financiers, avec la baisse des taux d'intérêt, une première certitude, c'est qu'il y a eu explosion du taux de cotisation. Vous avez devant vous un tableau, je ne rentrerai pas en détail, mais vous pouvez voir que des taux de cotisation en haut de 18, puis qui peuvent se rendre à 25, 30 ou en haut de 30 il y a un pourcentage élevé des régimes qui sont ça. Donc, évidemment, dans beaucoup de cas, c'est l'employeur qui a dû assumer une hausse importante de sa cotisation. C'est une des raisons qui fait que les employeurs veulent se sortir du régime. Et c'est pour ça aussi que le projet de loi 57, récemment,
a décidé d'exempter les régimes de la solvabilité parce que ces cotisations-là élevées étaient d'abord le résultat des évaluations de solvabilité. Une deuxième raison qui a eu un impact, c'est les normes comptables ont été significativement renforcées. Et les normes comptables, quand on les regarde, elles ont une façon assez créative de définir c'est quoi le passif du régime de retraite. En termes simples, je vous dirais, ils boostent le déficit sans bon sens. Et ce déficit-là rentre dans le passif de l'employeur. Fait que l'employeur a une bonne année financière, puis là, tu rentres dans son bilan, dans le passif, un chiffre artificiellement élevé qui, tout à coup, réduit les profits de son année. Beaucoup d'employeurs n'aiment pas ça. Ce qui veut dire que les régimes de retraite sont devenus un enjeu incontournable en négociation. C'est le plus souvent la forme d'une réduction des prestations futures, de transférer des coûts du risque aux participants ou encore passer d'un PD à un CD. Les raisons pour lesquelles ça arrive, comme ce n'est pas l'objet principal, je ne m'y attarderai pas, mais j'ai voulu les écrire pour que dans la présentation, vous les ayez. Il y a des raisons structurelles. Les régimes sont plus matures. L'espérance de vie a augmenté. On pourrait multiplier les raisons pour ça. Deuxièmement, il y a des raisons conjoncturelles. La décennie 2000 n'a pas été bonne, en particulier 2008, évidemment, et la baisse des taux d'intérêt qui joue. Mais une raison qu'on a tendance à oublier, c'est peut-être aussi que la façon dont les régimes PD étaient conçus, ça n'aidait pas. Alors, au lieu d'essayer de vous faire une longue explication linéaire, je vais m'essayer avec un graphique. Alors, supposons que ça, c'est un régime de retraite. Et un régime de retraite, il peut être pauvre ou riche. Alors, dans un PD traditionnel, la prestation est toujours la même, peu importe que le régime soit en situation de déficit ou de surplus. Ça ne bouge pas. La cotisation, elle est juste à la ligne de flottaison. Ça veut donc dire qu'on ne se donne aucune marge. Les employeurs le faisaient parce qu'ils payaient le minimum exigé par la loi et parce qu'ils se disaient, si j'en mets plus, les syndicats, à la prochaine négociation, vont vouloir négocier l'utilisation des surplus pour bonifier le régime. Prenons pas de chance, mettons pas d'argent. Pire, quand ça va bien, on donne des congés de cotisation. Fait qu'on ne profite pas des bonnes années pour mettre des réserves. Évidemment, ce que ça veut dire, c'est que quand ça va mal, la cotisation supporte tout le risque. Et évidemment, cette explosion de la cotisation est pire parce qu'il n'y a pas de marge, il n'y a pas de flexibilité. Si on pense au fait qu'à la longue, les régimes peuvent devenir plus matures, l'espérance de vie allonge, la baisse des taux d'intérêt vient jouer. Donc, on avait un système qui n'est pas soutenable à long terme parce que tout le risque était supporté par la seule cotisation. Alors, le passage de PD à CD, la chose qu'on n'a pas vue souvent, c'est un employeur qui termine le régime à prestations déterminées pour commencer un CD. C'est par altruisme probablement, mais aussi parce que s'il le terminait, il faudrait qu'il paye immédiatement le déficit de solvabilité qui est très élevé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On y va par étapes. Comment on fait ça? Bien, on met en place une clause de disparité de traitement et comme Dallieu intervient après, j'ai promis qu'une fois que j'aurais dit ça, je dirais rien de plus pour y laisser tout le champ libre. Et deuxièmement, il y aura bientôt la possibilité de cesser l'accumulation d'un PD pour mettre sur pied un régime à prestation cible. Je vais y revenir. Alors, pourquoi est-ce qu'un PD, c'est une prestation déterminée? Donc, les régimes qui garantissent les rentes, c'est plus avantageux qu'un régime à cotisation déterminée. Un REER, c'est dans la grande famille des régimes à cotisation déterminée. Bien, dans un cas, la rente est connue et garantie à vie. Dans l'autre, tu sais combien tu mets dedans, tu n'as aucune idée de ce que tu vas avoir à sortir. Deuxièmement, j'en ai plus pour mon argent. Beaucoup d'études, curieusement, arrivent à la même conclusion que le gouvernement de l'Ontario. Un régime PD est capable, avec 50 de la cotisation d'un CD, de payer la même rente de retraite. Donc, beaucoup d'experts avaient déjà sorti le 2 pour 1, qui est la logique que le gouvernement de l'Ontario a utilisée pour exempter des régimes de l'ORPP. Puis enfin, bien, les risques au rendement et à l'espérance de vie sont supportés collectivement dans un cas. Dans l'autre, chaque individu se débrouille avec. Des changements législatifs qui remettent en question l'essence des PD, il y en a plusieurs. Premièrement, il y a le secteur des pâtes à papier. Ça, c'était quand même un cas particulier parce que c'était une industrie en crise, des employeurs en crise. Et donc, les syndicats, pour protéger leurs membres et leurs retraités, ont été amenés à négocier avec les employeurs des dispositions pour assurer à la fois la viabilité des entreprises, mais surtout pour essayer de protéger au mieux les intérêts de leurs participants et des retraités.
ça a entraîné deux types de réglementations. Des réglementations qui étalent loin dans le temps les obligations de financement de l'employeur. Mais deuxièmement, un règlement qui lui permet pour le futur un régime à prestations cibles. Si on veut résumer vite ce que c'est, ça veut dire que jusqu'au 31 décembre 2010, c'est le régime à prestations déterminées qui continue à s'appliquer. Donc, c'est une rente garantie. Et le régime supporte le risque. Là, on introduit une muraille de Chine, présumément. Et pour le futur, là, c'est un régime où la cotisation patronale est fixe. S'il y a un déficit, l'option la plus probable, mettons que c'est un déficit de 10 %, tu coupes les droits acquis des actifs de 10 %, tu coupes les chèques des retraités de 10 % et le déficit vient de disparaître. Donc, c'est un mécanisme assez chaud. Et la Régie des rentes a pris soin d'associer les deux centrales à l'élaboration du règlement en espérant que ça les aiderait à être un peu plus de son bord. Quand on regarde le règlement qui est en place, bien, il y a un risque de coupure réelle. D'une part, ces régimes-là peuvent être à salaire final, ce qui veut dire que la rente est basée sur les 3 ou les 5 meilleures années. C'est le genre de régime où le risque de déficit est plus élevé par rapport à d'autres. Par opposition, les régimes de retraite à financement salarial ne peuvent pas être à salaire final, seulement carrière ou prestation, justement pour réduire ce risque-là. La cotisation patronale est fixe. Et 3, en cas de déficit, bien, le texte du régime doit fixer les modalités puis l'ordre. C'est une réduction de droits pour les actifs et les retraités, une hausse de cotisation des actifs, une réduction de la cible pour le service futur. Il faut savoir que si on veut que les retraités contribuent, c'est seulement le point 1 qui permet aux retraités de contribuer à ça. Ils ont une marge quand même, donc c'est mieux que mon graphique de tantôt. Ils ont une marge de 20 % qu'ils doivent se donner. Mais c'est une marge qui maintient encore un risque de déficit réel. Par comparaison, les RRFS, la marge qu'ils doivent avoir est de 50 %. Donc, on voit qu'en termes de prudence pour éviter un déficit, c'est pas pareil. Puis là où il y a un danger qui est humain, c'est que l'employeur, pour rendre le régime attrayant, va être porté à vouloir proposer la rente la plus intéressante possible pour la cotisation en place. En d'autres mots, à utiliser un taux de rendement plus optimiste que moins. Le problème, c'est que dès que vous faites ça, en pratique, vous augmentez le risque que ça ne marche pas tout le temps et qu'il y a un risque de coupure. Deuxième étape. Une loi impose des coupures dans le secteur municipal. Les villes se plaignaient, on a trop de responsabilités, pas assez d'argent. Le gouvernement a dit, je vais vous en trouver de l'argent, mais pas dans les poches du gouvernement provincial, dans les poches de vos employés. Et donc, le projet de loi 15, la loi 15, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, les articles 20 et 21, ça ne s'applique pas. L'indexation acquise pour le service passé des actifs, on la scrape. Désormais, c'est seulement conditionnel. 3, sauf si le régime est en surplus, vous allez aussi couper l'indexation des retraités dans la mesure requise pour qu'ils financent la moitié de leur part du déficit. 4, les participants actifs devront subir des coupures de leurs droits acquis jusqu'à concurrence de 50 % du déficit. 5, les droits futurs des actifs devront être limités pour pas que la cotisation dépasse un plafond qui est prévu dans la loi. Et 6, vous devez négocier. On est quand même pour la négociation ici. Mais si vous n'entendez pas, c'est un arbitrage exécutoire. Donc, c'est une négociation un peu différente. Évidemment, la loi préséance sur toute convention collective ou sur toute décision arbitrale, sur que même les arbitres vont se faire contrôler. Évidemment, c'est une loi qui a été adoptée en dépit de la vive opposition puis mobilisation des syndicats et des groupes de retraités. Et il y a des recours juridiques qui, selon toute vraisemblance, vont se rendre en Cour suprême. Il y a une loi un peu semblable qui a été adoptée pour les qui est en cours de discussion, mais qui cible seulement 2 universités, ceux qui étaient en déficit le plus grave, les autres, les mesures sont beaucoup moindres. Alors évidemment, je n'ai pas besoin de vous expliquer ici que beaucoup de droits fondamentaux ont été bafoués par cette loi-là. Protection légale des droits acquis, out. La réduction touchait à l'indexation de retraités en cours de paiement. Ça va à l'encontre de beaucoup de décisions judiciaires passées qui disaient qu'une fois à la retraite, il y a un contrat de signé et tu ne peux pas toucher aux rentes des retraités. 3, la loi se trouve à déchirer les contrats, alors que dans notre système économique, le respect des contrats, c'est la base même. Vous irez expliquer ça à l'Argentine, ou vous irez expliquer ça avec les fonds Vautour, ou expliquer ça à Terre-Neuve qui voulait déchirer le contrat avec Hydro-Québec. Les contrats, c'est sacré, sauf, semble-t-il, si c'est des contrats de travail. 4,
c'est une négociation du droit d'association puis de négociation. Puis on peut certainement parler d'une dérive autoritaire dangereuse. Puis on en a pour des années de recours. Puis s'il fallait que les syndicats ou les retraités gagnent, ce qui me semble probable, imaginez la complexité pour défaire ce qui aura été fait. Troisième étape, le gouvernement convertit les régimes à cotisation négociés en régimes à prestations cibles. Celui-là, vous n'avez probablement jamais entendu parler parce que ça a été la législation la plus silencieuse que moi j'ai vue depuis longtemps. Ce sont des régimes dans lesquels les syndicats négocient une cotisation. C'est des régimes typiquement interentreprises. Il y a des régimes seulement québécois, puis il y a des régimes qui ont des membres dans plusieurs provinces. Et dans ce cas-là, la province où il y a le plus de membres, c'est la province d'enregistrement, c'est les dispositions relatives au financement. Mais la loi québécoise protège ses droits individuels. Et la loi québécoise avait introduit pour ces régimes-là 2 principes importants. Pas le droit de réduire les droits des actifs et retraités, alors que dans les autres provinces, c'est possible. Puis deuxièmement, si un employeur se retire et que le régime est déficitaire pour son groupe, il doit combler la différence. Dans les provinces, comme je le disais, c'était un peu le contraire. Il y a eu une cause, Multimarque, ou Canada Bread, qui est une marque de pain bien connue, ferme deux établissements au Québec. Puis elle dit, évidemment, je vais appliquer le texte du régime. Je me retire, c'est déficitaire. On n'a qu'à couper les rentes des retraités, puis le problème est réglé. La Régie générale a dit, un instant, au Québec, tu ne peux pas faire ça. Donc, la Régie a dit, non, tu vas devoir combler le déficit. La Régie a eu raison, le tribunal administratif y a donné raison, la Cour supérieure y a donné raison. Surprise, la Cour d'appel décide en faveur de la compagnie. Riposte de la Régie. Il y avait des amendements en discussion pour la Régie des rentes du Québec. La Régie a fait adopter un amendement qui dit que tu ne peux pas limiter ni réduire les droits des participants en raison de facteurs comme la situation financière du régime. Puis ils sont allés en Cour suprême, et la Cour suprême a donné raison à la Régie. Donc, tu n'as pas le droit de réduire, au Québec en tout cas, les droits, peu importe le texte de ton régime, la loi préséance le texte du régime. Alors, le gouvernement Couillard a introduit la loi 7, projet de loi 34. Essentiellement, le but était de défaire la décision de la Cour suprême. Fait que, imaginez-vous, en 2013, ils vont en Cour suprême pour gagner. 2 ans plus tard, ils disent « on ne veut pas de notre victoire, on l'a défait ». Et donc, avec effet rétroactif, tous les régimes en question deviennent tous des régimes à prestations cibles. Donc, tu peux réduire les droits des actifs et des retraités en cas de déficit, puis en cas de terminaison, tu coupes les actifs puis les retraités. Et le projet de loi a été adopté dans l'indifférence à peu près totale. Il y a eu une journée de commission parlementaire et il y a un seul groupe, le syndicat des métallos de la FTQ, qui s'est présenté pour s'opposer à ça. Prochaine étape qu'on peut craindre, c'est d'étendre au reste des régimes de retraite la législation sur les régimes à prestations cibles. Un des débats, ça va être un peu comme c'est le cas au Canada anglais. Est-ce que ça va être rétroactif ou seulement pour le futur? Et il faut s'attendre à ce que l'option soit non seulement offerte au régime du secteur privé, mais aussi au régime du secteur municipal. Or, dans ce cas-ci, il y a un twist important à se rappeler. Les villes vont se faire donner cette année le droit, en cas d'échec des négociations, de décréter elles-mêmes les conditions de travail. Imaginons le scénario suivant dans une ville hypothétique près de la capitale nationale, par exemple. L'employeur demande que le régime soit converti en prestation cible. Le syndicat ne veut pas. Les négociations sont dans l'impasse. Pas de problème. La ville décrète. Elle décrète quoi? Régime à prestation cible. Et il faut savoir qu'au Royaume-Uni, il y a des discussions sur ce genre de régime-là, mais là-bas, il lui donne un nom très intéressant, quelque chose qui ressemble beaucoup à ce dont on discute ici. C'est un régime à cotisation déterminée collectif, qui est une expression qui définit beaucoup mieux ce qu'est un régime à prestation cible. Alors, c'est quoi les conséquences du passage vers les régimes à prestation cible? Premièrement, on retourne en arrière à avant 1949 parce qu'on revient dans un système où la notion que la valeur ou la formule de rente est garantie et connue d'avance, ce ne sera plus vrai. Ça va dépendre des marchés financiers. Curieusement, on transfère tout le risque aux participants pour retraités. Pourtant, la raison pour laquelle les employeurs veulent sortir des régimes PD, c'est que le risque était trop grand pour eux. Mais apparemment, il n'est pas trop grand pour un retraité ou un participant individuel, ce qui est un peu un non-sens. Puis comment peut-on parler de sécurité du revenu à la retraite? Il existe une alternative depuis 2007 qui permet de faire ça. C'est les régimes de retraite par financement salarial. C'est la FTQ qui avait obtenu de la mise sur pied de ces régimes-là pour des secteurs où l'employeur n'était pas en mesure de le faire. Il existe 3 régimes qui existent depuis 7-8 ans.
Et il existe la possibilité pour un employeur ou un syndicat de négocier que le PD arrête de s'accumuler à telle date et pour le service futur, c'est un financement salarial. La grosse différence avec mon graphique de tantôt, c'est que oui, les prestations sont semblables, quelle que soit la situation financière, mais la cotisation est pas mal plus élevée. Dans le cas d'un RFS, c'est à peu près 50 de plus. Donc, la réserve est très élevée. Et quand la situation financière du régime le permet, eh bien, on indexe les rentes parce que la réserve, elle sert à la fois de coussin quand ça va mal, mais indexer les rentes. On peut même décider qu'on veut donner la rétroactivité quand on ne l'a pas fait d'avance. Évidemment, avec ça, le risque d'un déficit est très faible. Si ça arrivait, la cotisation peut être appelée à augmenter, mais pas de beaucoup. Alors, les principales caractéristiques, je vais aller passer vite, mais vous aurez la diapositive. C'est un PD, donc la rente acquise ne peut pas être réduite. La cotisation patronale est fixe, donc déjà, vous voyez, ça combine les deux. Les participants supportent en théorie le risque, mais avec une réserve très élevée de 50 le risque d'un déficit est très faible. Et par ailleurs, tu n'as pas le droit d'utiliser les surplus à toute autre fin tant que tu n'as pas d'abord indexé tout le monde et que la réserve n'est pas pleine. Alors, ça a des marges élevées. Comme il y a des marges élevées, tu peux avoir une politique de placement très dynamique parce que tu as de la place pour absorber la volatilité des marchés. Et par ailleurs, comme c'est le cas, ça veut dire que tu as une option particulièrement efficiente par rapport soit à des CD ou même à des régimes à prestations déterminés sans réserve, où plus le groupe vieillit, plus il faut qu'il devienne prudent. Celui-ci peut garder des marges élevées. Alors, évidemment, les marges élevées font en sorte que depuis 8 ans, tous ces régimes-là ont des taux de capitalisation de 170 puis 200 donc on n'est pas dans le rouge. Deuxièmement, la mutualisation des risques fait en sorte que chaque participant a ses droits protégés parce qu'il appartient à une mutuelle beaucoup plus grande et c'est la force de l'ensemble des membres qui couvre chaque individu. Puis pour l'employeur, bien pour lui, ça revient comme un CD. Il verse une cotisation fixe, puis that's it. Donc, ça concilie. Conclusion. 1. Les changements législatifs récents ou à venir, bien, ça compromet ce que les syndicats avaient permis de renverser il y a 60 ans, la notion d'une rente connue et garantie à vie. Deuxièmement, ce qui est particulièrement troublant, c'est que les plus grands avocats des régimes à prestations cibles, c'est les grandes firmes d'actuaires, pas toutes, mais la plupart, et l'Institut des actuaires. La question qu'on peut poser très candidement, quels intérêts défendent les actuaires quand ils poussent tellement pour un dossier qui transfère tout le risque sur les participants? Je soupçonne que, dans leur tête, le client, ça doit être l'employeur et non pas les participants du régime. Contrairement aux autres provinces, le Québec a déjà un cadre réglementaire qui permet de concilier les avantages d'un régime PD avec une cotisation patronale fixe. Puis enfin, l'effet net des changements, ça va être de transférer le risque sur les personnes les moins en mesure de les supporter, les participants actifs puis les retraités. Puis comme je disais tantôt, si c'est trop risqué pour les employeurs, pourquoi est-ce qu'on l'envoie aux salariés alors qu'ils sont moins capables de le prendre? Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors, il y aura une période de questions après la présentation suivante, qui est celle de Dalia Gesualdi-Fecteau, qui va nous parler un peu des disparités de traitement dans les régimes complémentaires de retraite. Alors, allons-y. Bien, bonjour, merci beaucoup, Lucie, de m'avoir invité à participer à la JDSC, qui est pour moi un rendez-vous important et on ne peut plus agréable. Alors, je tiens à dire que moi, je m'intéresse beaucoup à la question des disparités de traitement et à l'égalité de traitement depuis plusieurs années. La question des régimes de retraite est arrivée plus tardivement et dans la foulée d'une discussion dans un colloque avec Michel Lisée en 2011 ou 2012, et on a écrit là-dessus ensemble, en 2012, un texte qui est en référence dans mon PowerPoint. Alors, je vais revenir sur des lieux communs en matière de disparité de traitement, juste pour que tout le monde soit bien à la page, et je vais faire aussi une présentation plus détaillée sur la question des régimes différenciés, donc des disparités de traitement dans les régimes de retraite. Alors, ça marche-tu, cette manette-là? Bon, ça marche. Alors, je vais passer très rapidement sur mon intro. Michel vous en a parlé. On assiste à un mouvement de migration dans les régimes complémentaires de régimes à prestations déterminées vers des régimes à cotisations déterminées. Différents éléments conjoncturels et structurels l'expliquent. Michel les a mentionnés. La question de la crise économique en 2008, qu'est-ce qu'on a fait avec les surplus qu'on avait engrangés dans les années antérieures, les déficits des caisses de retraite, etc., ont poussé plusieurs employeurs à
vouloir migrer vers des régimes à cotisation déterminée. Résultat net, dans plusieurs milieux de travail, on a introduit des régimes à cotisation déterminée pour des employés embauchés après une certaine date. Donc, c'est pour ça qu'on peut éventuellement se poser la question, est-ce qu'il s'agit là d'une disparité de traitement au sens où le droit du travail au Québec l'entend? Alors, le propos aujourd'hui, ça va être un propos strictement juridique. Je suis la juriste de service aujourd'hui, et c'est quel encadrement de cette réalité en émergence? Bon, la manette. Au yarb la manette. Alors, qu'est-ce qu'une disparité de traitement? Hein? Une disparité de traitement, en gros, c'est fixer des avantages salariaux ou autres différents pour un groupe de travailleurs en fonction de différents critères. Généralement, la date d'embauche, mais ça peut être aussi le statut d'emploi, et je vais y revenir tantôt. La question des disparités de traitement est envisagée et interdite de façon générale dans 2 instruments normatifs, dans la Loi sur les normes et dans la Charte des droits. Et il y a aussi une interdiction d'introduire des régimes différenciés dans la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. Cette question-là est moins connue et moins souvent abordée, et je vais y revenir en dernière partie de présentation. Alors, un petit exemple pratique que Michel et moi, on avait développé dans notre texte de 2012, juste pour se donner une idée de comment ça se présente des disparités de traitement dans les régimes de retraite. Alors, les salariés qui sont là au moment de la signature de la convention collective ont un régime à prestations déterminées dont l'adhésion est obligatoire, et la cotisation patronale, OK, est de 15 %, une cotisation qui est versée pour le service courant. En plus de ça, l'employeur doit verser une cotisation patronale d'équilibre pour assumer finalement le déficit actuariel de 10 %. Donc, le total, et là, je fais des gros raccourcis juste pour vous donner un portrait général, la cotisation totale de l'employeur va être de 25 %. Quel est le portrait quand, pour ceux, par exemple, embauchés après la signature de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective, qui, eux, sont visés par un régime à cotisation déterminée, dont l'adhésion est facultative. Je vais revenir pourquoi ces notions-là sont importantes, et dont, par exemple, la cotisation patronale est de 6 % et qui, dans ces régimes-là, dans le secteur privé, il va y avoir aussi une cotisation salariale qui sera, par exemple, de 4 %. Résultat net, le patron va cotiser un total de 6 % et les salariés vont cotiser pour leur part 4 %. Donc, on va garder cet exemple-là en tête quand on va parler des régimes de retraite et de l'application des instruments normatifs qui interdisent les disparités de traitement. Alors, quand même, un petit retour rapide sur l'encadrement normatif des disparités de traitement dans la Loi sur les normes du travail, des modifications législatives qui ont été apportées en 1999, dossier porté à l'Assemblée nationale par nul autre que Mario Dumont, pour ceux qui s'en rappellent, et l'interdiction prévue à 87.1 est de portée très limitée, et j'insiste, la disparité doit être fondée uniquement sur la date d'embauche, pas sur l'ancienneté, pas sur l'âge, etc. Dans la Loi sur les normes, c'est uniquement sur la date d'embauche. Doit porter sur une norme contenue dans la LNT. Salaire, et on va y revenir, qu'est-ce que du salaire, comment on entrevoit la définition de salaire, les vacances, etc. Et doit viser, évidemment, les salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement. Les salariés qui pensent être victimes d'une disparité de traitement, s'ils sont syndiqués, peuvent s'adresser directement à la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la nouvelle bébite qui s'appelle maintenant la SNEST. J'ai beaucoup de misère à intégrer ce terme parce que j'ai longtemps travaillé à la Commission des normes et je vais continuer à dire ça pour plusieurs années, je le sens. Mais l'article 102 de la Loi sur les normes prévoit que les salariés syndiqués pourraient aussi passer par voie de grief. Alors, rapidement, la jurisprudence, qu'est-ce qu'elle a dit sur les disparités de traitement? Bien, la question du critère de la date d'embauche, c'est important, interprétation large et libérale, et la preuve d'intention est écartée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si dans la convention collective, c'est pas écrit les salariés embauchés avant ou après, mais que le résultat net, quand on regarde c'est qui est visé par la disparité de traitement, fait en sorte que tous ceux embauchés après une certaine date sont visés par la disparité de traitement, bien, 87.1 va pouvoir s'appliquer. Donc, on n'a pas besoin de faire la preuve de l'intention d'introduire une disparité de traitement. On regarde l'effet net sur finalement les conditions de travail, sur les normes du travail. On va y revenir tantôt. Justement, est-ce que la disparité de traitement est une norme prévue à la LNT ou pas? Bien là, différents jugements qui vont dans un peu tous les sens.
Une prime de fidélité n'est pas considérée comme une norme, comme une norme du travail prévue à la LNT. Pourquoi? Parce que ce n'est pas donné en contrepartie du travail. Une obligation de disponibilité, dans ce cas-ci, c'était l'obligation de traîner une pagette pour les salariés embauchés après une certaine date, mais pas pour ceux embauchés avant cette date-là, a été considérée comme étant une norme visée à la LNT. Les escomptes sur achat n'ont pas été considérés comme une norme prévue à la LNT. Pourquoi? Ça ne faisait pas partie substantielle du salaire. Ça, c'est discutable de mon point de vue comme analyse, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un arbitre qui en a conclu comme ça. Et un bonus non discrétionnaire de 3 % qui revient à chaque paye, qui s'applique aussi sur les vacances et sur la bonification des congés de maladie ou autres, est considéré comme étant une norme prévue à la LNT. La Charte des droits et libertés prévoit aussi une interdiction de la discrimination. Là, je ne vais pas faire un long topo sur cette question. Je pense que vous êtes bien au fait. 2 articles possibles qui peuvent être invoqués. L'article 16, nul ne peut exercer de discrimination dans les conditions de travail, et l'article 19 qui vise uniquement le traitement. Donc, c'est plus restreint, les matières visées, mais en demeure pas moins qu'avec conditions de travail et traitement, on vise à peu près toute condition effective de travail qu'on peut avoir en contrepartie du travail effectué. Les salariés syndiqués, suite à la décision Morin, peuvent s'adresser à la Commission des droits de la personne ou passer par voie de grief. Alors, 2 décisions importantes récentes en matière de disparité de traitement. Le procureur général du Québec contre CDPDJ, c'est la décision dans l'affaire des constables spéciaux, pour ceux qui s'en rappellent. Et la deuxième, dans la ville de Laval, c'était les jeunes pompiers. Alors, dans ces 2 affaires-là, il faut le dire, la Cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas de disparité de traitement, a cassé les jugements du Tribunal des droits de la personne. Dans la première affaire, c'est intéressant, procureur général du Québec, ce qu'on vient de dire, c'est que l'enquêteur de la Commission des droits avait fixé à 39 ans l'âge qui délimitait les vieux et les jeunes. Et on se pose la question, la Cour d'appel pose la question, pourquoi l'enquêteur a-t-il choisi cet âge-là? Il n'y a pas de preuve à cet effet-là. Donc, tenez-vous-le pour dit, quand on veut établir une preuve sur l'âge, il faut expliquer pourquoi on choisit une ligne qui démarque les 2 catégories. Mais la Cour d'appel a aussi dit dans cette affaire-là, c'est important, là, dans le procureur général du Québec, ceux qui étaient visés par la disparité, c'était les constables spéciaux occasionnels. Et ce que la Cour d'appel est venue dire, c'est que ce n'est pas une affaire d'âge, c'est juste que les constables spéciaux non occasionnels ou permanents avaient plus d'ancienneté et donc étaient nécessairement plus vieux. Donc là, il y a vraiment le fardeau de la preuve en matière de discrimination fondée sur l'âge pour les disparités de traitement est très, très lourd. Dans Ville de Laval, autre décision de la Cour d'appel, aussi une décision assez complexe. On est dans le contexte de la loi 414, pour ceux qui s'en rappellent, fin des années 90, on doit réduire de 6 le coût de la main-d'œuvre dans le secteur municipal sans toucher aux échelles salariales des salariés déjà en poste. La plupart des villes, qu'est-ce qu'ils font? Ils introduisent des échelles de salariales différenciées qui présentent une disparité de traitement. Et dans cette affaire-là, bien, Marie-France Biche, qui écrit pour la Cour d'appel, dit comme la loi prévoit une disparité, la loi 414 prévoit une disparité de traitement, bien, l'exception de l'article 10 de la Charte, sauf une discrimination est illégale, sauf si prévu dans la loi, bien, de facto, la loi 414 permet une discrimination fondée sur l'âge. C'est un jugement qui est assez dense et assez complexe, fait référence aussi à la loi sur les normes, mais disons que la conclusion, c'est que si la loi 414 permet une discrimination, nécessairement, on savait que ça viserait les jeunes et nécessairement, de façon incidente, c'est une discrimination permise dans la loi. Alors, l'autre question que la Cour d'appel a écartée, c'est est-ce que c'est dans l'affaire des constables spéciaux, dans cette affaire-là, c'est les constables occasionnels qui étaient visés par la disparité. Et dans un obitaire, le Tribunal des droits de la personne ouvre la porte à savoir est-ce que ça serait peut-être une disparité fondée sur la condition sociale. Le statut d'emploi pouvant, peut-être, certains ont déjà rêvé à ça, que ça pouvait constituer une disparité, une discrimination fondée sur la condition sociale, quand on parle d'un groupe de salariés à statut précaire. Le Tribunal des droits a ouvert la porte dans un obitaire et la Cour d'appel l'a refermé aussitôt en disant c'est pas la job des tribunaux de faire ça, ça changerait de façon importante
le visage de l'organisation du travail au Québec, et ce sont des mesures de nature économique qui relèvent du législateur et non des tribunaux. Alors, on a fermé, en tout cas, dans cette décision-là, la porte à cet argument-là. Alors, une décision importante et incontournable, parce que là, on n'a pas encore parlé des régimes de retraite, c'est l'arrêt Groupe Page-Jaune, que plusieurs d'entre vous connaissent possiblement, de la Cour d'appel. Qu'est-ce qui est en cause? Je vais m'attarder un petit peu sur les faits, parce qu'ils sont importants. Dans cette affaire-là, c'est Groupe Page-Jaune, qui était jadis une filiale de Bell Canada, qui est devenue une société publique indépendante et qui veut, au moment de l'acquisition de son indépendance de Bell, changer les régimes d'avantages sociaux, retraite, assurance et autres. Le syndicat et l'employeur s'entendent dans la première convention collective pour dire il n'y aura pas de changement. Et là, je vais vous lire l'extrait de la lettre d'entente parce que c'est important. On ne fera pas de changement aux avantages sociaux dans la mesure où ils s'appliquent aux salariés visés dans la convention. En ce qui concerne les avantages et régimes qui existaient au moment de la signature de la convention collective, si le syndicat n'est pas d'accord, mais attention, le syndicat ne peut pas s'opposer sans motif valable. Alors, l'employeur décide quand même d'aller de l'avant, bien qu'il n'y ait pas l'accord du syndicat, fait des modifications au régime de retraite. Les salariés embauchés après le 1er juillet 2006 n'ont plus de régime de retraite à prestations déterminées, vont avoir un régime de retraite à cotisation déterminée et en plus vont devoir assumer les frais, n'auront plus, aucun avantage social au moment de la retraite. Un autre changement qui est apporté, c'est là que l'arbitre va distinguer les deux groupes. Les salariés embauchés avant le 1er juillet 2005, donc avant la fin de la convention collective où il y avait la lettre d'entente, vont devoir payer, ils vont continuer à avoir droit au régime de retraite à prestations déterminées, mais doivent assumer des frais relatifs à certains avantages lors de la retraite. La question, et c'est comme ça que l'arbitre le définit, je ne suis pas certaine que les parties l'auraient défini comme ça, mais définit la question en litige comme étant est-ce que le syndicat a valablement refusé de consentir aux modifications apportées pour ces deux groupes de salariés-là, et pour ceux embauchés avant le 1er juillet 2005 et pour ceux embauchés après le 1er juillet 2005. L'arbitre et la Cour d'appel et la Cour supérieure, tout le monde s'entend. Les seuls salariés à l'égard desquels le syndicat pouvait s'opposer, c'était ceux embauchés avant le 1er juillet 2005, mais le syndicat n'avait pas de raison valable pour s'objecter au changement embauché pour les salariés embauchés après le 1er juillet 2005 parce qu'ils estiment que le libellé de la lettre d'entente qui dit que les avantages sociaux des salariés visés par la Convention s'appliquent uniquement au groupe de salariés à l'emploi. Alors ça aussi, ça peut faire l'objet de discussion. Est-ce qu'on parle de catégories d'emplois qui étaient visées par la Convention ou est-ce qu'on parle des salariés nommément embauchés et nommément en place, c'est-à-dire des personnes plutôt que des groupes qui étaient visés par la Convention collective, c'est-à-dire des corps d'emploi qui étaient visés par la Convention collective. La Cour d'appel fait aussi, et c'est pour ça que c'est important, un important développement sur l'application de l'article 87.1, donc de la Loi sur les normes du travail, à la question des régimes de retraite et estime que le régime de retraite n'est pas une norme du travail visée par la Loi sur les normes du travail, s'appuie sur des travaux parlementaires où la question des régimes de retraite et de l'applicabilité de l'article 87.1, ceci a été envisagé pour finalement conclure qu'effectivement, 87.1 ne s'applique pas au régime de retraite, ce n'est pas une norme du travail. La question de la charte a été plaidée aussi et la Cour d'appel, dans un très court paragraphe, écarte l'argument de l'âge, de la discrimination fondée sur l'âge. Pourquoi? Parce qu'elle estime, la Cour, qu'il n'y a pas de preuve afférente à une discrimination fondée sur l'âge. Le syndicat, pour l'essentiel, s'appuyait sur un rapport d'experts de l'employeur qui mentionnait assez rapidement, il faut le dire, que le groupe qui serait visé est un groupe de salariés plus jeunes quand il y avait une évaluation du coût, justement, des cotisations pour l'employeur. Alors, cette décision-là est importante. Pourquoi? Parce qu'elle remet pas complètement en cause, parce que la question de la définition du salaire de la LNT
n'a pas fait l'objet d'une quantité de jurisprudence hyper importante en matière de régime de retraite ou de REER. Je vous ai sorti 3 décisions, l'affaire Ompré, l'affaire Poulain, où les tribunaux avaient décidé que des REER collectifs et des régimes de retraite faisaient partie du salaire du salarié, que c'était de la rémunération différée. Hein, il y a 3 types de rémunération, mais voilà, dans ces 2 décisions-là, et plus important encore, et ça m'étonne que la Cour d'appel fasse aucunement référence à cette décision-là, qui est quand même une décision de la Cour suprême dans l'affaire IBM contre Waterman. Dans cette affaire-là, il fallait déterminer si on devait réduire, lorsqu'un salarié avait droit à du préavis suite à un congédiement, est-ce qu'on devait réduire les prestations de retraite reçues ou pas de l'indemnité de fin d'emploi qui était versée? La Cour suprême fait un long développement sur la nature des régimes de retraite, sur la nature des prestations de retraite, pour venir à la conclusion qu'effectivement, ça fait partie du salaire parce que c'est de la rémunération différée. Donc, c'est un jugement qui est quand même important. Le passage sur les régimes de retraite, est-ce que c'est du salaire ou de la rémunération, est assez bref, mais en demeure pas moins qu'on l'évoque de façon frontale dans l'affaire Waterman. Alors, dans cette affaire-là, la question de l'âge a été très rapidement écartée, mais il en demeure pas moins qu'en matière de disparité de traitement, en tout cas, la discrimination fondée sur l'âge que la Cour d'appel nous envoie comme signal depuis plusieurs années, c'est que le fardeau de la preuve est de plus en plus élevé. Et ce qu'il faut faire comme preuve pour établir une discrimination sur l'âge, c'est d'expliquer, de justifier la création des catégories, non pas à la faveur d'une analyse sociologique molle, mais vraiment d'une explication assez solide, de faire affaire avec des experts. Et ça varie d'un milieu de travail à l'autre, la question de l'âge. Hein. C'est ça qu'on finit par comprendre. Un vieux, apparemment, dans un milieu de travail pourrait être jeune dans un autre milieu de travail. C'est ça qu'on en comprend. Alors, le résultat net, est-ce que la loi sur les normes, est-ce que la charte s'applique en matière de régime de retraite différencié? Disons que les récents développements, surtout avec l'affaire Groupe Pajon de la Cour d'appel, donnent un signal un peu mitigé, à tout le moins. Mais l'actualité m'a beaucoup servi cette semaine. Lundi, il y a eu une manifestation d'organisés, justement, qui dénonçait, par des syndicats, qui dénonçaient ces disparités de traitement dans les régimes de retraite. Réaction d'un employé du cabinet du ministre du Travail, de la ministre du Travail, 5 avril, je vous fais la référence même de Radio-Canada, où on aurait une formation dans les prochains jours, je l'ai mis en guillemets parce que c'était en guillemets sur le site de Radio-Canada, d'un comité consultatif sur les normes du travail où la question, justement, des régimes de retraite devrait être envisagée. Donc, c'est une question à suivre. C'est important aussi de parler, et là, je vais faire ça rapido presto, mais il faut que je le fasse, la question des régimes complémentaires de retraite en matière de régime de retraite différencié. On en parle dans cette loi-là. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a une exigence, et s'il y a une chose que je veux que vous reteniez de ma présentation sur cette loi-là, c'est qu'il y a une exigence législative que les travailleurs et les travailleuses qui exécutent un travail similaire ou identique aient accès à un régime complémentaire de retraite équivalent. Et évidemment, le nœud de l'affaire, ça va être est-ce qu'un régime CD et un régime PD est, oui ou non, équivalent. Très rapidement, c'est les articles 34 et 35 de la loi sur les régimes complémentaires de retraite. Il faut que ce soit des salariés qui effectuent essentiellement le même travail, doivent avoir droit à un régime qui prévoit des droits équivalents. Okay? Et si Retraite Québec, feu la Régie des rentes du Québec, estime que ces 2 groupes de salariés-là n'ont pas des droits équivalents, bien, la Retraite Québec peut ordonner que le groupe adhère à un régime de retraite qui est plus favorable. Donc là, un autre petit graphique que Michel et moi, on avait développé au moment de l'article en 2012. Est-ce qu'un régime CD est équivalent à un régime à cotisation déterminée? Est-il équivalent à un régime à prestation déterminée? Dans des interprétations rédigées par la Régie elle-même, à l'époque, il y a plusieurs années, on avait écrit noir sur blanc que c'était difficile, mais non impossible de les considérer équivalents. Donc, déjà, en soi, le régime à cotisation déterminée, à prestation déterminée, la Régie a déjà considéré qu'il pouvait s'avérer comme étant pas équivalent, compte tenu, évidemment, Michel en a parlé, des risques qui sont supportés par les salariés et par le fait que
On ne connaît pas finalement le montant de la prestation de retraite. On connaît essentiellement dans un régime à cotisation déterminée ce qu'on met dedans. Un régime à adhésion facultative, un régime à cotisation déterminée peut être à adhésion facultative ou à niveau de cotisation différent. J'accepte de cotiser à 4, 6, 8, 10 %. Est-il équivalent à un régime à adhésion obligatoire? Oui, l'article 34 alinéa 2 dit que c'est équivalent. Donc, prochaine question. Durant l'année en cours, est-ce que l'employeur verse la même cotisation? Et je vous ramène à mon graphique, à mon premier tableau. De façon générale, en tout cas, on peut penser que l'employeur va toujours verser une cotisation supérieure quand c'est un régime à prestation déterminée. Donc, les deux régimes, à ce moment-là, on pourrait imaginer qu'ils ne seraient pas équivalents au sens de la loi sur les régimes de retraite, les régimes complémentaires de retraite. Donc, important, ces dispositions-là qui sont par ailleurs assez méconnues, mais qui, à quelque part, cristallisent aussi une interdiction des disparités de traitement eu égard au régime de retraite. Question, et moi, c'est un de mes dadas, fait que je vous en parle. La question encore va se poser, parce qu'on adore ça en droit du travail, se poser cette question-là. Qui va entendre ce recours? Retraite Québec ou l'arbitre de grief? Hein? On ne s'en sort pas de ce débat-là. C'est le pain et le beurre de plusieurs. Le recours des salariés syndiqués, compétence de l'arbitre ou compétence de Retraite Québec, deux décisions d'arbitre très récentes qui se sont estimés compétents pour entendre des recours en vertu de la loi sur les régimes complémentaires de retraite. La question, par contre, alors que Retraite Québec, en vertu de l'article 35 de la loi sur les régimes complémentaires, a le pouvoir de forcer l'adhésion d'un groupe à un autre régime qui serait équivalent, bien, est-ce que l'arbitre de grief a ce pouvoir de redressement-là? La question demeure entière. Alors, il y a d'autres solutions qui sont envisageables. Je reviens à la question de départ de mon exposé, à savoir est-ce que les disparités de traitement dans les régimes complémentaires sont un mal nécessaire. Il y a d'autres solutions qui sont envisageables. On en a parlé un peu ce matin. Une des questions, c'est que faire des surplus lors des périodes fastes? Hein? Est-ce qu'on devrait prévoir formellement quoi faire de ces surplus? Est-ce qu'on devrait accepter encore les congés de cotisation, par exemple? Est-ce qu'on pourrait envisager la transition vers des RRFS, dont Michel a parlé tantôt, pour l'ensemble du collectif salarié jadis visé par un régime à prestation déterminée? Ce n'est pas comme si ça n'allait pas faire grincer les dents, mais il en demeure pas moins que c'est une des avenues possibles où, à tout le moins, si on envisage la transition vers un autre type de régime, au lieu que ce soit un régime à cotisation déterminée, est-ce qu'on pourrait penser que les plus récemment embauchés seraient transférés vers un RRFS? Envisager des régimes regroupés, sectoriels, ou bonifier la question des régimes, le régime des rentes du Québec, pardon. Pourquoi? Parce qu'il y a coordination à ce moment-là entre le régime complémentaire et la régie des rentes, et ça donne du souffle, finalement, lorsque la personne a accès aux prestations données par la RRQ. Je vais conclure très rapidement en disant, il me semble que, puis je suis certaine que je prêche à des convaincus, mais il faut, à quelque part, je pense, lutter, autant dans le discours que dans la pratique, contre la mise en compétition des groupes de salariés, les jeunes, les vieux, les syndiqués, les non-syndiqués, les fonctionnaires, les non-fonctionnaires, parce que ces groupes-là sont de plus en plus sous-fragmentés et pas homogènes non plus. La question de qui est jeune et qui est vieux dans un contexte de travail au Québec et comme ailleurs, où la précarité en emploi va en augmentant et où finalement, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, on peut ne pas avoir eu accès à un long fleuve tranquille de parcours professionnel. Ces catégories-là peuvent être de plus en plus stériles pour arriver à des solutions opérationnalisables et satisfaisantes sur le plan de la solidarité intergénérationnelle, comme on a parlé, Ruth. Merci beaucoup. Bien. Alors, ils ont parlé. Alors, je pense que c'est si vous avez des questions, parce que moi, je ne viens pas du milieu du droit, je suis tout à fait surpris de la quantité de problèmes qui sont soulevés, auxquels je n'ai pas de solution. Alors, si vous avez des questions à poser, je vous invite à les faire ou des commentaires à faire. Alors, la parole est à vous, là, dans la salle. Là. Voyons. Personne ne veut parler, là? Oui, allez-y. Oui, j'ai une question pour M. Lisée. Ça va, il y a combien
de travailleurs ou travailleuses retraités qui ont des régimes à prestations cibles au Québec se sont vus leur rente diminuer. L'expérience de ces régimes-là est très récente, à ce moment-ci. À ce moment-ci, l'expérience des régimes à prestations cibles est très récente. Donc, ce serait très hasardeux, en plus du fait que l'information n'est pas publique, du moins à ma connaissance. La réponse est zéro. Votre question porte sur les régimes à prestations cibles du secteur des papiers ou vous incluez les régimes à cotisation négociée? Je ne veux pas faire un dialogue, M. Lisée, mais on s'est déjà parlé là-dessus. C'est qu'au Québec, les régimes à prestations cibles, il y a une loi cadre exclusivement pour les papetières. On ne peut pas parler qu'il y a des régimes à prestations cibles dans l'ensemble du secteur parce que ce n'est pas permis par la loi. Le gouvernement a invité des gens qui vont se pencher au mois de septembre de voir si on va faire un projet de loi sur les prestations cibles. Fait que ma seule intervention, c'est qu'il faut faire attention lorsqu'on lance des informations sur les régimes à prestations cibles présentement. Il y en a eu dans les papetières, compte tenu de la crise, on n'avait pas le choix. On avait le choix de se faire couper une main ou de se faire couper un bras. On a décidé de se faire couper la main. C'est quand même, il nous reste quand même l'avant-bras et le bras pour travailler par la suite. Mais présentement, au Québec, dans les papetières, il n'y a aucun travailleur et travailleuse qui a subi des baisses dues au régime à prestations cibles. Les retraites n'ont pas été coupées. C'est juste ça. Il faut faire attention lorsqu'on parle. Je suis loin de penser que c'est le régime parfait. Je continue de penser que le régime à prestations déterminées est le meilleur véhicule. Mais présentement, ce que vous avancez n'est pas arrivé encore au Québec. Si c'est une mise en garde, j'en conviens, mais ce n'est pas arrivé quand même. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Je vais faire deux nuances importantes. J'ai pris soin dans mon intervention de souligner pourquoi les syndicats ont dû le négocier, le contexte où ils étaient. Mais deuxièmement, j'aimerais vous faire remarquer que bien que le terme n'est pas utilisé, bien qu'en commission parlementaire, le ministre Samamad a utilisé l'expression cotisation cible ou prestation cible pour tous les régimes négociés par les syndicats qui ont basculé de prestations déterminées à prestations cibles. Le mot n'est pas dans la loi, mais quand on voit ce que la loi dit, c'est exactement une législation de prestations cibles. Il y a donc deux catégories de régimes qui déjà sont dans un contexte de prestations cibles et on sait que dans les régimes négociés, certains d'entre eux ont un problème de salubrité majeure et donc si ce n'est pas encore fait, on sait qu'il va y avoir des coupures importantes parce que les régimes ont un problème de salubrité important. Donc, si on veut regarder, il faut regarder l'ensemble des régimes. Mais je vous donnerai la même réponse. À ce moment-ci, il n'y a pas d'information sur ce qui a été fait, mais la loi vient d'être adoptée. Mais si on s'en parle dans 5 ans, vous allez voir qu'il y aura eu beaucoup de coupures, certainement, dans les régimes à cotisation négociée. Ma question s'adresse à Dalia, puis ça revient à la dernière question que vous avez posée. Moi, j'ai compris que la Régie des rentes du Québec, qui est maintenant Retraite Québec, a déjà statué sur cette question de disparité, mais qu'il y a un problème que des syndicats doivent d'abord recourir au système d'arbitrage. Est-ce qu'ils peuvent aussi recourir au Retraite Québec ou est-ce qu'il y a un problème de conflit de compétences là-dedans? Sur la question de statuer, est-ce que Retraite Québec ou la Régie des rentes a statué, à ma connaissance, c'est des interprétations. Donc, statuer, c'est-à-dire, à ma connaissance, il n'y a pas de décision, en tout cas publique, à cet effet-là. Ce que j'ai pu voir, c'est des interprétations. Sur la question du forum compétent, que fait le jeu de la JDST de l'année passée, notamment, le morcellement normatif en droit du travail, ce qu'on comprend, l'arbitre Laplante, c'est pas dans l'affaire Munaca, c'est dans l'autre, dans l'affaire de la Ville de Longueuil, lui dit que c'est de la compétence exclusive de l'arbitre de grief. Tout ce qui a à voir avec un litige afférent à la loi RCR, est-ce qu'on pourrait penser qu'il y a une compétence concurrente de Retraite Québec et de l'arbitre de grief? Oui, peut-être, mais disons que
prudemment, ce que je dirais, en tout cas, c'est que pour l'instant, il y a peu de jurisprudence. Il y a 2 décisions que j'ai répertoriées sur cette question-là. Et les arbitres ont conclu qu'ils avaient compétence. Mais est-ce que Retraite Québec aurait aussi compétence? En tout cas, sur le plan de la jurisprudence, la question demeure entière. Je pense que c'est la façon prudente de répondre, mais je vais laisser Michel parfaire ma réponse. Il n'y a rien de pire qu'un non-juriste qui se mêle de droit, fait que je vais m'essayer. Une des difficultés, c'est que le mandat de l'arbitre, ça se limite à interpréter la convention collective. Qu'est-ce qui se passe si c'est la convention collective qui instaure la discrimination de traitement entre les nouveaux et les anciens salariés? Bien, un arbitre n'a le pouvoir que d'interpréter la convention collective et donc le pouvoir de redressement de la régie d'obliger l'intégration des jeunes dans le régime plus généreux. Un arbitre, s'il le fait, il est en train d'excéder son mandat. Donc, qu'est-ce qu'un arbitre pourrait faire s'il conclut que les jeunes ont raison? C'est une sentence en dit « Je constate que les jeunes ont raison, il y a une disparité de traitement, elle est illégale et j'ai accompli mon mandat. » Parce qu'il n'y a que la régie qui peut exercer le pouvoir de l'article 35 d'ordonner au régime d'intégrer. Alors, ça pose une difficulté qui est un vrai catch-22 entre les deux. Là, je vais reparfaire. Là, on va faire un ping-pong. Mais c'est-à-dire que l'arbitre a compétence pour se prononcer. Les décisions SFPQ, Paris Standard, etc., bon, il y en a des millions. Mais la question, effectivement, du pouvoir de redressement de l'arbitre, de mon point de vue, là, la question demeure entière. Je suis certaine que tout le monde va avoir un avis sur la question dans la salle, mais est-ce que l'arbitre a compétence pour se pencher sur la loi RCR? C'est oui, pour déclarer qu'effectivement, il y a un problème dans la Convention lié avec l'article 34 ou lié avec la loi sur les normes ou lié avec la Charte, oui. Mais après ça, effectivement, la question du pouvoir de redressement et de comment l'article 35 peut être mobilisé pour forcer l'adhésion d'un groupe à un autre régime, ça, c'est un gros point d'interrogation de mon point de vue. De mon point de vue. Bon, on a déjà... en tout cas, oui. Ouais, je vais le merci pour la présentation. C'est une question, je ne suis pas familière avec ces décisions-là, je ne suis pas familière avec ce sujet-là de façon générale, mais je connaissais les décisions sans les connaître en détail dont tu as parlé, Dalia. Ma question, c'est par rapport à la décision, puis j'ai un peu honte parce que je devrais la connaître mieux que ça, mais quand on dit l'âge dans la mesure prévue par la loi, c'est spécifique à la Charte québécoise. Qu'est-ce qui aurait été, ça aurait pu être tranché différemment, donc, si je comprends bien, si ça avait été la Charte canadienne qui avait été invoquée. À ce moment-là, on aurait pu mettre en cause carrément la loi qui permet la disparité de traitement. Est-ce que la loi 414, parce que il faut faire attention, hein, puis là, il faut pas... C'est toujours... Moi, j'ai plaidé pendant 10 ans, puis c'est toujours... Moi, je trouve ça toujours compliqué de backbencher puis de commenter ce qui a été plaidé alors que je n'étais pas là. Mais non, je dis ça... Mais juste pour compléter, c'est que c'est sûr que ça s'est passé à la Commission des droits de la personne, donc la Charte canadienne ne pouvait pas être invoquée dans le contexte de la Charte. OK. C'est la première chose à dire. C'est un litige qui est passé par le vecteur, c'est-à-dire que la Commission des droits de la personne a porté le litige. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, à ma connaissance, puis là, peut-être qu'on pourra me corriger, mais la loi 414 n'a jamais été attaquée frontalement sur la base de la discrimination. La loi 414 qui obligeait, à la fin des années 90, début des années 2000, des réductions drastiques des coûts de la main-d'œuvre dans le secteur municipal. Mais l'affaire, c'est que, de mon point de vue, et là, encore une fois, je fais le backbencher qui plaidait pas le dossier, mais de mon point de vue, c'est une surprise un peu l'histoire de la loi 414 qui permet une discrimination fondée sur l'âge. Je pense que ça a pris un petit peu tout le monde de court parce qu'effectivement, peut-être qu'on aurait à un autre moment ou d'une autre façon attaqué la constitutionnalité en soi de la loi 414 et si cette loi-là, en son sein, posait une question de discrimination fondée sur l'âge. Mais c'est important de dire que c'était le vecteur, c'était
est-ce que la convention collective prévoit ou pas une discrimination fondée sur l'âge? C'était pas la loi qui était contestée. Fait que c'est pour ça que c'était la Charte québécoise qui avait été mobilisée d'abord et avant tout pour contester finalement la discrimination dans la convention. Donc, la question de la constitutionnalité carrément de la loi 414 est encore soulevable, puisque dans la Charte canadienne, il n'y a pas cette réserve-là, sauf dans la mesure prévue par la loi. Par contre, il y a l'article 1er de la Charte canadienne qui s'appliquerait. D'autres commentaires, d'autres questions? Bon. Et alors, je vais remercier les deux conférenciers de nous avoir expliqué et je vous remercie.